vais dire deux mots pour me présenter, c'est pas pour le plaisir de parler moi, mais c'est pour que vous sachiez d'où je parle, hein, c'est tout à fait fondamental, et comment je me permets de dire ce que je dis, etc. Voilà, alors je suis chercheur au CNRS, le service public de la recherche, donc. Je suis basé à Aix-en-Provence, au laboratoire méditerranéen de sociologie, et j'enseigne par ailleurs à l'université d'Aix-Marseille la sociologie de la délinquance. C'est mon métier depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai créé à Aix-en-Provence un programme de recherche qui s'appelle l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, qui donc travaille à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc potentiellement également sur ce territoire. Voilà, et dans le cadre de ce programme de recherche, je développe divers types d'enquêtes, que ce soit par les méthodes statistiques ou par les méthodes de terrain, avec une petite équipe, avec mes étudiants, avec les doctorants, etc. Voilà. J'en dis pas plus, on pourra en parler si telle ou telle chose vous intéresse précisément. Mais donc c'est à l'aune de ce travail de recherche et de cette quinzaine d'années d'expérience que je vais parler rapidement donc de la violence entre guillemets, des fantasmes qu'elle recouvre aussi bien que des réalités. Je vais commencer très simplement. Les fantasmes qui sont alimentés en permanence à ce sujet. Alors plusieurs sources. On va commencer par dire que l'idée dominante du débat public actuel, du débat politico-médiatique actuel, si vous voulez, et depuis de nombreuses années, c'est une espèce de pensée unique, on va dire, qui s'est constituée au fil du temps et qui consiste à dire un peu la même chose. Alors nous serions confrontés à un monde, une société, je parle de la société française, de plus en plus violente, peuplée par des délinquants qui seraient de plus en plus jeunes, qui n'auraient plus, de moins en moins et plus de repères moraux, de cadres, etc., qui auparavant étaient principalement des garçons, mais maintenant la violence viendrait aux femmes aussi. On aurait trouvé la première bande de filles. Tout ceci parce que les parents auraient démissionné, l'école ne ferait plus son boulot, la prévention ne servirait à rien et la justice serait laxiste. Voilà en gros le paquet de ce qu'on entend très couramment dans le débat public et qui en fait peut être, vous le voyez, résumé en une seule phrase, consistant à dire « ma brave dame, tout fout le camp », ou « mon bon monsieur, tout fout le camp ». C'est-à-dire que c'est tout à fait dramatique à mes yeux, de chercheurs, de voir un débat public dominé en fait par la pensée du café du commerce, faut dire les choses comme elles sont, consistant à dire « ah, m'en parlez pas, ma brave dame, tout fout le camp, ah, comme c'était mieux avant, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de morale », et voilà, malheureusement c'est ceci qui tient lieu généralement de pensée, et qui borne l'horizon de la réflexion, qui en réalité empêche de réfléchir, bien entendu, traduit diverses choses, sans doute, des inquiétudes, des peurs, des incompréhensions, mais qui en réalité empêchent de penser plutôt que d'ouvrir la réflexion. Outre que ça a quand même un sérieux petit côté générationnel, ce discours. Pour dire les choses un peu rapidement, et je m'en excuse, c'est quand même fondamentalement le discours des vieux sur les jeunes à toutes les époques. C'est pour ça qu'il est toujours bon de se rappeler ce que lorsque nous étions jeunes, les vieux disaient de nous. Ça permet de mettre un petit peu de distance, disons, pour pas essayer de pas trop répéter les mêmes sottises et garder un petit peu de prudence dans l'analyse. Alors le problème, c'est que cette vision moralisatrice très rapide là, qui domine le débat public est en permanence renforcée par des discours constitués dans le champ politique et dans le champ médiatique. Donc je vais en dire quelques mots rapides. J'insiste pas longtemps sur la politisation de ces questions-là, bien qu'elle soit massive en France, tout à fait massive. On voit bien comment la question de la sécurité, de manière générale, est en permanence l'objet d'instrumentalisation politique, de rhétorique politique, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais je pense que c'est trop évident pour que j'y
insiste longtemps, sauf à rappeler des choses de base, à savoir qu'il existe des rhétoriques politiques de gauche comme des rhétoriques politiques de droite, des fonds de commerce de gauche comme des fonds de commerce de droite, et que le thème du « votez pour moi et je rétablirai l'ordre », c'est fondamentalement le fonds de commerce des rhétoriques de droite depuis le 19e siècle. Donc tout ceci n'a rien de surprenant, et voilà. Il faut une sérieuse dose de naïveté ou d'hypocrisie pour ne pas s'en être rendu compte. Plus difficile sans doute à comprendre est ce que nous fait la médiatisation de ces questions, dans un double sens d'ailleurs. Il y a à la fois l'utilisation à l'excès mais au niveau des informations générales, si vous voulez, il y a la question de l'utilisation des faits divers, qui est bien sûr une question tout à fait centrale, à tout niveau, là aussi, de la presse quotidienne régionale jusqu'à la télévision nationale. C'est une question centrale qui peut, par moments, donner l'impression, effectivement, de vivre dans un pays à feu et à sang, où chacun saute à la gorge de tout le monde. Il y a, pour aller vite, il y a en gros 1 millier de personnes qui s'entretuent plus ou moins chaque année en France, on va dire, pour donner un point de repère, pour simplifier les choses. On verra dans un instant que, historiquement, c'est moins qu'il n'y a jamais eu, contrairement à une espèce de préjugé. C'est de pire en pire, machin, blabla, c'est une sottise, c'est une sottise. Donc, à peu près 1 millier de gens qui s'entretuent dans un pays donc, de 66 millions d'habitants. Concrètement, il y a 365 jours dans l'année, donc ce qui veut dire qu'on peut en faire presque 3 par jour au JT de 20 heures, pour vous dire les choses. Et de fait, on peut, comme ça, certains soirs, voir 1, 2, 3, 4 faits divers qui sont égrenés sous forme de courts reportages, 1 minute et demie, 2 minutes à chacun les uns les autres. Et leur empilement peut par moments donner l'impression que, mon Dieu, on vit vraiment dans un monde affreux où le risque est permanent. Puis vous aurez remarqué aussi qu'il y a d'autres jours où il n'y en a pas un seul. Tout simplement parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité. Les sujets se chassent les uns les autres. Et s'il y a une chose qui est extrêmement claire pour nous autres chercheurs, et que nous avons démontré maintes fois depuis très longtemps, c'est et c'est important de le rappeler, il n'existe pas de corrélation, de liaison, entre l'intensité médiatique d'un sujet et son intensité réelle dans la société. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle davantage de quelque chose à un moment donné que ce quelque chose est réellement plus important dans la société à ce moment-là. C'est juste qu'on a décidé de braquer le projecteur dessus, à un moment donné. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, dans la région, que depuis le milieu de l'année 2011, le projecteur national est braqué sur Marseille, qui est censé être la ville de tous les dangers, où on ne peut pas marcher sans se risquer de se prendre une balle, etc. Bien. Il ne s'est pourtant rien passé de particulier et de nouveau à Marseille au milieu de l'année 2011. Il ne s'est rien passé de nouveau à Marseille au milieu de l'année 2011. Je le répète. Il se passe des choses graves, bien entendu, pas que à Marseille, mais à Marseille aussi, qui se passaient avant, qui continuent à se passer. Peut-être que demain on n'en parlera plus, qu'on passera sur autre chose, et ça continuera néanmoins à Marseille. Donc je redis, il n'y a pas de corrélation entre l'intensité médiatique d'une question, l'exposition médiatique d'une question, et son intensité réelle dans la société. C'est une question de choix fait par les médias à tel ou tel moment pour d'autres raisons. Car en réalité, que savent-ils de l'intensité réelle des problèmes sociaux? Ils n'en savent rien. La réponse est rien. Puisque le métier de journalisme aujourd'hui ne permet plus de produire de l'enquête, de produire de l'investigation. Alors, il y a cet aspect très connu qui est le fait divers, qui peut donc donner à certains moments l'impression, comme ça, par accumulation, qu'un viol à Lille, un meurtre à Marseille, un braquage à Avignon, que sais-je, à Bordeaux, machin, dans un pays de 66 millions, on peut très facilement, tous les jours, mettre bout à bout des faits divers sans aucun problème. De fait, le réservoir existe. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier ou qu'il y en aura demain.
Ça, c'est assez évident, je pense, en tout cas, je l'espère, pour tout le monde. Ce qu'il est peut-être moins, c'est de se demander, au-delà de l'information générale, est-ce qu'il n'existerait pas un autre type de conditionnement télévisuel, principalement, qui est ce qui se passe en général le soir, puisqu'après le JT de 20h, au fond, beaucoup d'entre nous, malheureusement, d'abord donc se tapent les publicités, puis la météo, puis la publicité, et après se voient immanquablement proposer de passer leur soirée devant une série policière américaine. Or, c'est intéressant et on commence un petit peu dans la recherche à se demander quel type d'imaginaire diffuse au fond ces séries policières dont nous sommes envahis. Enfin, je veux dire, une chaîne sur deux, on zappe le soirée, on ne voit que ça, pan partout, pour dire les choses. Donc, qu'est-ce que ça nous fait au fond que d'avoir en permanence une conscience et un imaginaire dominés par ces histoires de violence, que ce soit sous forme des faits divers réels ou que ce soit sous forme d'un imaginaire et d'une fiction. Qu'est-ce que ça nous fait de plonger là-dedans, avec au milieu tous les dégradés de choses plus ou moins imaginaires et plus ou moins réelles, que sont les reportages et documentaires, qui sont de plus en plus et pour beaucoup ce qu'on appelle des publi-reportages en réalité, c'est-à-dire de la publicité faite. Vous savez, c'est le truc, nous avons suivi un service de gendarmerie qui, tous les soirs, vous savez, nos enquêteurs ont pu pendant 2 mois sur le terrain, blablabla, ce qui est une blague, c'est une histoire arrangée avec le service de communication de la gendarmerie nationale, qui met bien en valeur le travail, enfin bref, j'espère que tout ça est assez clair pour vous. Mais donc, qu'est-ce que ça nous fait pour le sociologue, ce qui est très gênant dans cet imaginaire, en particulier dans ces séries policières, comme par ailleurs dans les romans policiers, etc. Ce qui est très gênant, c'est lorsque les gens peuvent être tentés ou peuvent être amenés à ne plus forcément bien faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et ça, c'est très clair. Moi, je veux dire, du point de vue de l'université, mes collègues et moi, nous le voyons, puisque depuis quelques années, nous voyons arriver ces grands adolescents qui sortent du lycée, le bac en poche, et qui viennent nous voir, moi j'en ai régulièrement chaque année, en me disant, moi, monsieur, je veux faire de la criminologie. Je dis, c'est quoi ça? Et en creusant un peu, je m'aperçois qu'en fait, ils voudraient être criminologue, profiler, agent du FBI, comme dans la série télévisée bien connue. Voilà. Donc le réel, l'imaginaire, c'est pas toujours bien net. Et ce qui est très gênant dans ce type de fiction, de série, ça peut être tout à fait divertissant, c'est pas le problème, mais ce qui est très gênant si on oublie que c'est purement de l'imaginaire, c'est qu'on finit du coup par prendre au sérieux le scénario type que diffusent en réalité ces supports fictionnels. Et le scénario type que diffusent ces supports fictionnels, c'est celui d'une menace inconnue, anonyme et incompréhensible, que seul le génie de la police scientifique et technique va permettre de confondre. Au fond, c'est ça, en résumé. C'est-à-dire que le policier moderne dans les séries, c'est un gars en blouse blanche qui travaille avec des éprouvettes et des ordinateurs. Ou quand c'est pas lui, c'est sa technicienne en blouse blanche avec ses éprouvettes qui résout en fait les trucs fondamentaux face à des phénomènes criminels anonymes, incompréhensibles et d'autant plus inquiétants. Voilà. Bon. Donc la science a remplacé le flair de Sherlock Holmes, mais ce qui est terrible, c'est ça, c'est-à-dire que la réalité, je vais y revenir dans un instant, la réalité est le contraire de ça. Les menaces objectives de criminalité qui peuvent peser sur tel ou tel d'entre nous n'ont rien d'incompréhensible, n'ont la plupart du temps rien d'inconnu, et n'ont pas besoin d'un degré de scientificité hallucinant pour permettre enfin de les révéler, sans quoi on n'aurait jamais connu. Non, c'est une image globalement totalement fausse de ce qu'est la réalité dans la vie quotidienne, où les menaces sont bien connues, le plus souvent proches de nous, et n'ont rien d'anonyme et n'ont rien d'incompréhensible. Bon. Donc ça mérite, je pense, aussi réflexion à ce niveau-là. Et puis enfin, je termine sur ce point en disant que, outre la politico-idéologisation de ces questions et outre la médiatisation de ces questions, il y a par ailleurs dans le débat public ce que j'appelle un lobby sécuritaire très actif qui tente en permanence également par diverses façons au fond de renforcer ces fantasmes, ces peurs,
permanence, voilà, puisque ce sont ses intérêts idéologiques et souvent commerciaux aussi, hein, parce qu'il y a tout un business par ailleurs de la sécurité relativement florissant. Alors, si on passe maintenant un petit peu du côté des réalités. Ça va, je suis dans le timing à mi-chemin à peu près, ça va? Ouais, non, c'est très bien. Comme je connais un peu les sujets, s'il manque des infos et si j'ai pas eu mon compte, moi, par rapport à la presse, je vous poserai la question. Naturellement. Alors, si on passe maintenant du côté des réalités. La première chose qu'il faut dire à mon sens, c'est il faut faire l'effort. Je sais que c'est pas facile parce que moi c'est facile, je suis payé pour ça toute la journée et c'est mon métier. Mais pour vous autres, mes concitoyens, vous êtes l'objet d'un conditionnement permanent, hein, en particulier un conditionnement télévisuel et plus globalement un conditionnement médiatique ou politico-médiatique, donc c'est très difficile. Et pourtant, la meilleure petite conseil, le meilleur petit conseil que je peux demander, c'est de temps en temps, au fond, d'ouvrir un livre d'histoire, hein, juste pour sortir de cet enfermement dans le présent que constitue le débat public, hein, où on vit l'horizon de 24 heures et on s'intéresse à l'écume des vagues en permanence. Hein. Monsieur Machin a dit que, qu'en pensez-vous? Madame Bidule a tweeté ceci, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est dramatique, hein, le niveau du débat public dans lequel nous sommes. C'est le superficiel absolu. Donc, de temps en temps, prendre un petit livre d'histoire, hein, essayer de s'arracher un peu à ce superficiel de l'instant, prendre un petit peu de recul. En l'occurrence, pour ce qui concerne mon sujet, ça permet tout de suite, hein, d'arrêter de répéter en boucle « Oh mon Dieu, quelle horreur, comme c'était mieux avant ». Voilà. Donc ce bon vieux discours papy café du commerce, non, c'était pas mieux avant. Voilà. Il faut arrêter de dire des sottises. Il faut avoir un peu de mémoire, il faut ouvrir 2-3 livres, il faut parler à ses grands-parents. Enfin, non, c'était pas mieux avant. C'est une blague en fait. C'est une blague. Hein. Depuis la fin du Moyen-Âge, où on peut essayer de faire des travaux historiques qui mesurent un petit peu ça, une des rares choses qu'on peut un petit peu estimer, qui est le taux d'homicide, il y en a environ, donc au cours du dernier demi-millénaire, ça a été divisé par 50 à peu près, hein, le niveau des homicides. Ensuite, on se tuait 50 fois plus à peu près, hein, au temps béni de la Renaissance, ou ce que vous voulez bien. Rien que depuis 20 ans, je change d'échelle historique, rien que depuis 20 ans, les années 90, 1990 à aujourd'hui, le taux d'homicide en France, ça a été divisé par 2. Personne ne sait ça. Absolument personne ne sait ça. Hein, et tout le monde est prêt à croire le contraire. J'aurais dit le contraire, tout le monde est prêt à le croire spontanément. Bon. Personne n'analyse non plus le fait que la plupart des... pour prendre le deuxième type de crime aujourd'hui considéré le plus grave, qui sont les viols. Il y en a beaucoup plus dans les statistiques de police et de justice. Cela signifie-t-il qu'il y en a beaucoup plus dans la réalité? La totalité des chercheurs qui travaillent là-dessus répondent non. Ce qui est nouveau, ça n'est pas ni les viols, ni les femmes battues, etc. Ce qui est nouveau, c'est leur grande dénonciation. Et c'est tant mieux, bien évidemment, on s'en réjouit. Mais ce qui est nouveau avec le passé, c'est pas l'existence du phénomène, c'est sa dénonciation. Qu'il s'agisse des violences faites aux femmes ou des violences faites aux enfants, de manière générale d'ailleurs, de manière générale, y compris... Troisième chose totalement méconnue du débat public, les plus grandes violences qui existent, loin de surgir dans l'inconnu, surgissent au contraire dans la proximité. Quel est au fond le fantasme ordinaire et la peur ordinaire encore une fois, toute cette fiction et tous ces discours renforcent et qui est peut-être tapis au fond dans le ventre de chacun d'entre nous, hein, c'est, vous savez... Vous allez continuer donc cette journée de débat bon, et puis ce soir, admettons que ça se termine à 19h, au moment où la nuit tombe en ce moment, vous allez sortir au début là à 40 de cette salle, puis par petits groupes vous disperser, et puis enfin certains d'entre vous vont se retrouver tout seuls, vous rentrez le long des rues, Carpentras à 19h30, je pense qu'il n'y aura pas grand monde j'imagine dans la rue, pour aller à sa voiture ou pour aller à sa maison, etc. Et puis tout d'un coup un pas derrière vous.
Vous accélérez, le pas accélère, et l'assassin ou l'égorgeur ou le violeur va vous trucider sous le petit pont dans la nuit non, vous crierez, personne ne viendra. En gros, l'archétype de la peur, tapis au fond du ventre de chacun d'entre nous, c'est ça. Bon. Ceci n'existe pas, quasiment. Statistiquement, ça n'existe pas. Ça peut arriver, le fait divers absolu, le rôdeur totalement inconnu qui vous égorge au petit pont, ça peut arriver, statistiquement ça n'existe pas, on va dire. Il est tout à fait inconnu que c'est la réalité et le contraire de cela. 85 fois sur 100 dans l'homicide, l'auteur et la victime se connaissent, et même se connaissent très bien. Le premier cercle des gens qui se tuent en France, ce sont les maris, les femmes, les amants et les maîtresses. Bonjour l'inconnu. Le deuxième cercle, c'est l'ensemble des autres relations familiales, les parricides, les infanticides, les matricides, dans tous les sens. Le troisième cercle, ce sont les connaissances, le cercle professionnel ou le voisinage. Et il faut arriver tout à la fin et aux exceptions à la règle pour trouver des cas inconnus et encore qui peuvent avoir d'autres raisons, telles que le braquage ou autres. Qui sont... Mais donc l'idée comme ça de la menace anonyme qui rôde, qui vous tombe au hasard de la rue, on ne sait pas pourquoi, etc., c'est dans les films. Et les films, ça n'est pas la réalité. Alors c'est moins sexy évidemment, la réalité c'est beaucoup plus monsieur Duchemol a tué Madame Duchemol dans leur appartement sordide au terme d'une soirée très alcoolisée. C'est sûr que c'est pas très sexy, voilà. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pas la menace anonyme est passée et seul l'ADN du poil de DZ qu'on va trouver machin permet de... Ça c'est la fiction. C'est divertissant mais c'est pas sérieux. Les viols, les viols c'est la même chose. Le premier type de viol, c'est l'inceste. Le deuxième, c'est le viol conjugal, aujourd'hui reconnu comme tel, au terme de l'évolution heureuse des mœurs, qui fait qu'on qu'on qualifie, qu'on juge et qu'on reconnaît aujourd'hui comme une violence conjugale, ce qui était considéré comme un droit de cuissage ou un devoir d'épouse par le passé. Troisième exemple que je peux prendre de cette transformation de nos sensibilités et par ailleurs de notre absence d'information qui nous amène à croire nouvelles des choses classiques. Troisième exemple, quand on regarde toujours du côté des prises en charge policières et judiciaires, ce qui augmente le plus depuis une quinzaine d'années, quand on regarde cette fois chez les mineurs, les fameux mineurs qui seraient l'ennemi numéro 1 en France, le problème majeur qui serait posé serait nos enfants, ce qui est une sottise là aussi. Il y a bien sûr tout un tas de problèmes que posent les enfants, mais enfin c'est pas du tout nouveau et en aucun cas c'est le problème numéro 1 de délinquance en France. Je dis bien en aucun cas. Or, le thème des mineurs et de la réforme de la justice des mineurs est une espèce de rente politique majeure depuis une quinzaine d'années. On passe son temps à réformer, à empiler les trucs les uns sur les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe au fond du côté des mineurs ? Eh bien, lorsqu'on regarde... on travaille sur les dossiers policiers judiciaires en très grande série, on s'aperçoit assez vite que la principale évolution, c'est en fait l'augmentation dans ces données-là de tous les problèmes qui arrivent de l'école, en fait. C'est-à-dire fondamentalement tous les types de l'incivilité à la bagarre ou à l'agression sexuelle, avec tout le dégradé qu'il y a entre les deux, d'incidents survenus en milieu scolaire ou aux abords immédiats des écoles, et qui concernent principalement les jeunes entre eux, et pas les jeunes contre les adultes. Ça, c'est l'exception là aussi. Quant à l'agression physique contre l'adulte, c'est l'exception de l'exception. C'est évidemment la chose dont on va parler à la télé, parce que c'est grave, mais dans la réalité, c'est l'exception de l'exception. Le quotidien, c'est l'incivilité. En ce qui concerne les rapports entre enfants et adultes, c'est la violence verbale, si vous voulez, c'est l'agressivité verbale ou c'est l'irrespect, c'est-à-dire en aucun cas l'agression physique. Et par contre, là où il y a de l'agression physique plus régulière, c'est dans les rapports entre gamins. Et qui sont donc ce que les jeunes appellent les embrouilles entre eux, et qui sont des embrouilles qui n'ont là aussi rien de nouveau, et pour des motifs qui n'ont non plus rien de nouveau, qui sont les réputations dans le monde des sociabilités juvéniles, comment tu m'as traité, comment tu as parlé de ma copine, comment tu as parlé de ma mère, comment tu as parlé de mon quartier, nanani, nanana, comment tu as parlé de moi, comment tu m'as traité de ceci ou de cela. Choses qui sont classiques, qui sont
à certains égards par moments renforcé, accéléré par l'évolution technologique, en particulier aujourd'hui par les réseaux sociaux, hein, qui sont un démultiplicateur d'embrouilles entre jeunes et de problèmes dans la cour de récréation le matin par rapport à ce qui a été mis la veille, ce qui appelle non pas une panique sur l'évolution des adolescents, qui sont toujours les mêmes, mais ce qui appellerait plutôt une réflexion des adultes sur le contrôle parental de l'usage par les enfants d'Internet, ce qui est tout à fait autre chose, et ce qui renvoie le problème non pas aux enfants, mais aux adultes. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces procédures? On voit effectivement plus d'incidents transmis qui sont pour l'essentiel des incivilités, des bagarres, vols, raquettes et autres affaires entre jeunes, qui sont vieux comme les cours de récréation dans lesquels ils se produisent, hein, mais que nous avons là aussi, au terme de l'amnésie générale ou de l'Alzheimer précoce qui nous guette tous dans le débat public actuel, nous avons oublié, tout simplement. Hein. Mais qui suffit, encore une fois, hein, je me permets à nouveau cette petite ordonnance, hein, pardonnez-moi, du docteur Mukeli, c'est de temps en temps un petit livre d'histoire, quoi, hein, ou un bon vieux roman historique, je sais pas, la guerre des boutons, vous voyez, un truc, juste pour se rappeler que ces choses-là sont tout sauf nouvelles, hein, vraiment tout sauf nouvelles. Ce qui est nouveau en réalité, c'est beaucoup plus l'inquiétude, le sentiment d'impuissance, l'état de panique, ou que sais-je, dans lequel ces problèmes plongent parfois les adultes. Ça, oui, c'est quelque chose qui est plus récent, historiquement. Hein. Ça n'est pas qu'un gamin rentre du collège avec un œil au blanc noir, où on s'est fait piquer tel ou tel truc, etc. Aujourd'hui, c'est le dernier téléphone portable à la mode, donc qui, par définition, n'existait pas à l'époque de la guerre des boutons, mais c'était autre chose de symbolique qu'on allait se voler ou sur lequel on allait se défier à l'époque pour montrer sa valeur, sa réputation, etc. Bon. Je le redis parce que je pense ça très important. Hein, dès lors qu'on travaille un petit peu sérieusement sur la chose, qu'on fait des enquêtes, qu'on mobilise toutes les connaissances qui existent, et elles sont nombreuses, même si elles sont méconnues du débat public, on s'aperçoit très vite que voilà, il n'y a pas eu de révolution ces 10 ou 20 ou 30, que sais-je, dernières années dans le comportement de nos enfants. Hein, il n'y a pas eu de révolution comportementale. Voilà. Par contre, il y a l'évolution principale est en fait ce qui se passe dans la société des adultes autour des enfants. Elle réside fondamentalement à mes yeux dans les pertes de liens et de solidarité entre adultes, hein, qui du coup réduisent et limitent les capacités de contrôle des enfants par les adultes. Ça, c'est une bonne question, une bonne façon de poser des questions. Ce qui est nouveau, c'est pas le gamin qui a mis son poing dans la figure à l'autre à la cour de récréation, ou qui a joué à touche pipi, machin, ou qui a dégradé tel truc, ou qui a cassé la vitre, ou que sais-je. Hein. Seul, je répète, un Alzheimer précoce peut laisser penser ça. Non, ce qui est nouveau, c'est que le soir, à la grille de l'école, hein, lorsque l'enseignant ou le CPE ou le chef d'établissement accompagne le gamin vers le parent et qu'il fait état aux parents du petit forfait commis par le gamin, ce qui est nouveau, c'est que le parent, au lieu de se retourner et de coller une baffe à son gamin, pour résumer grossièrement les choses, se retourne face à l'enseignant, hein, à côté de son gamin, en disant « Quoi, mon petit ange, avoir fait ça? Mais c'est de la discrimination, c'est insupportable, c'est machin. » Ça, c'est nouveau, hein, cette rupture de solidarité entre adultes face aux enfants. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et ça devrait nous faire réfléchir beaucoup plus. Là est le problème, et pas dans la bêtise qu'a fait le gamin, qu'il fera toujours. Hein, qu'il s'agit plutôt de se demander comment le surveiller et comment faire la bonne surveillance entre adultes. Voilà. Au fond, hein, la seule relative nouveauté, quand il faut en chercher une, de ces 30 dernières années, on va dire, réside non pas du tout dans tout ce qu'on vient de dire là, et dans tout ce grand fantasme sur la violence. Bon. La principale nouveauté, en réalité, réside beaucoup plus dans la multiplication des biens de consommation dans notre société, et dans l'espèce de compétition permanente pour ces biens de consommation et les derniers gadgets à la mode, et qui n'a pas le dernier iPad, le dernier machin, etc. Et dans le poids que ce désir de possession des biens de consommation tient dans nos vies. C'est plutôt là que c'est une évolution. Et quelles conséquences ça a pour les questions de violence? Ça a pour conséquence que,
dans une société où tout le monde peut se procurer le minimum de ses biens, je dirais globalement les choses vont assez bien. Et puis dans une société où, au contraire, un peu partout, a fortiori sur certains territoires plus que d'autres, ça vous a été rappelé tout à l'heure, hein, à Carpentras donc plus qu'à d'autres endroits, oui, 26% de la population en ZUS, c'est énorme, c'est majeur. Hein. Donc a fortiori dans les endroits qui concentrent la précarité, eh bien, où par conséquent tout le monde ne peut pas réaliser les mêmes rêves, hein, de consumérisme ordinaire et d'installation dans la vie ordinaire, hein. Et bien du coup on s'aperçoit qu'une partie de ceux qui ne peuvent pas accéder à ce qu'ils considèrent comme ce bien-être matériel élémentaire par des moyens légaux vont le faire par des moyens illégaux. Hein. C'est tout sauf nouveau, hein, mais c'est évidemment d'autant plus prégnant que nous vivons une société qui se polarise de plus en plus, hein, avec d'un côté de plus en plus les gens qui vont bien, puis de l'autre ceux qui vont pas bien. Donc dans les endroits qui concentrent les gens qui vont pas bien, il est certain qu'il y a beaucoup plus de problèmes qu'ailleurs. Ça me dit quelque chose que j'ai envie personnellement de renverser. L'intensité médiatique n'a rien à voir avec l'intensité de l'événement dans la réalité. C'est-à-dire effectivement, quelqu'un est tué, la répétition fait croire qu'on en a tué autant de fois qu'on le répète. Il y a un mort par phrase. France Info, en particulier, ce qu'on voulait là-dessus. Première question, est-ce qu'il y a un lien avec cette multiplication des biens de consommation qui fait que plus il y a de biens de consommation, plus il faut alimenter ces biens et que l'excès médiatique est une façon d'alimenter l'excès de l'objet qui diffuse? Une question que je pose. Et la deuxième, qui est que ça marche aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est l'intensité réelle d'un événement n'a rien à voir avec sa sous-estimation médiatique. C'est-à-dire que là, j'en vois au livre de Béatrice Meunier, 1 million de révolutions silencieuses. C'est-à-dire qu'on a une représentation du réel vu à la télé catastrophique. Effectivement, la presse aime parler des choses qui vont mal. Hein, dire que les choses vont bien ou dire que les choses se pensent, on en parle moins. C'est tout bête, hein. Je vais vous donner un exemple vraiment concret. Carpentras, cimetière juif, on en a vraiment parlé de la profanation pendant 7 ans. 7 ans. Minutes, les journaux, là ça a été, mais à telle enseigne que une émission comme Témoin numéro 1, elle a vu le jour avec ça. C'est-à-dire la rumeur, la répétition, ça a fait de l'argent, ça a fait de la presse, ça a fait du buzz. Moi, j'ai voulu, en organisant ce colloque, hein, on est en laboratoire véritablement, voir comment ça allait réagir. J'ai donc envoyé, mais bombardé partout. On va en parler autrement de Carpentras. On va essayer de faire une thérapie, on va essayer de penser, on va essayer de faire des choses bien. Mais pas beaucoup de retour. Comme si dire que les choses allaient bien, c'était dire qu'il se passait des belles choses, qu'on réfléchissait. Non seulement ça n'intéressait pas, mais les médias, les diffuseurs, enfin tout ce qui fait vendre, effectivement il y a un lien, ne trouvaient pas matière là. Et franchement, ça m'interroge. Je me demande si vous avez réfléchi à pourquoi est-ce que le négatif, le plombant, pourquoi ça marche mieux, ça alimente la presse que la chose positive. J'ai pas la réponse. Hein. De fait, je deviens un petit peu sociologue des médias par la bande parce que mon sujet est tellement exposé que je suis obligé, mais c'est pas mon cœur de métier. Donc, qui a décidé un jour que l'information importante, c'était que sur 150 000 avions ayant atterri aujourd'hui, c'est celui qui a connu un problème d'atterrissage dont il faut parler? Je ne sais pas qui a décidé ça un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait des ravages. Car ça s'accompagne immanquablement du discours sur non, m'en parlez pas, les avions c'est de plus en plus dangereux, blablabla, blablabla. Ce qui est aussi une bêtise sans nom, il n'y a jamais eu historiquement. Vraiment. Je vais poser la question à Muriel. Je vais poser la question à Muriel parce que Muriel, elle est thérapeute et son métier c'est d'essayer de comprendre quel est le besoin en fait, à quel besoin fondamental ça pourrait se relier. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je dirais, comme quand j'ai fait ma présentation tout à l'heure, c'est qu'on baigne depuis quasiment 8000 ans dans un état d'esprit
qui fait qu'effectivement, on nous a appris à aimer quasiment la violence, à aimer ce qui posait problème. Et ça s'appuie sur des mythes qu'on a intégrés, qu'il faut être, qu'on est a priori comme humain mauvais, et qu'on doit devenir bon, et qu'on doit prouver qu'on doit devenir bon. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, notre société s'appuie sur quelque chose comme ça. Et moi, j'ai l'impression que la violence, elle vient de cet état d'esprit qui est tellement ancré qu'il est devenu de manière d'être naturelle. C'est-à-dire c'est normal d'être dans la compétition, vous en parliez tout à l'heure, d'être dans cette compétition, de toujours vouloir se valoriser, d'avoir toujours besoin de reconnaissance, d'avoir besoin de prouver, besoin d'avoir raison et de prouver à l'autre qu'il a tort. C'est notre état d'esprit dans lequel on a été éduqué, dans lequel on a baigné depuis qu'on est enfant. Est-ce que c'est pas aussi dans cette idée de brutalité des choses, encore une fois, moi j'entends bien ce que vous avez dit, mettre une claque au gamin, à la limite c'est un acte normal d'éducation, et pourquoi tout d'un coup, effectivement, il y a cette division entre adultes qui fait que tout d'un coup, à travers le gamin, l'autre est touché. Comme si les adultes entre eux étaient vulnérabilisés à travers leur progéniture. Il y a des médias quoi. Alors qu'on pourrait déjà bien essayer de comprendre ce qui se passe là. Pourquoi cette scission entre ces deux adultes, le prof et le parent? Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Bon, d'abord, j'ai pas fait l'éloge de la baffe. C'était une expression pour faire passer l'idée, on est bien d'accord. Voilà. Je pense qu'il est assez heureux à certains égards que nous soyons passés effectivement une autre époque pédagogique que celle où beaucoup de choses se réglaient comme ça. Bon, mais alors, pour aller au fond arrêter de faire l'humour et aller au fond de la question. Ces problèmes, ce que j'appelle cette rupture de solidarité entre adultes, que je crois un phénomène tout à fait majeur, c'est lié malheureusement, c'est très profond, c'est lié à l'évolution de nos modes de vie en réalité, sans même, comment dire, pour aller très très vite, en l'espace de 70 ans, on est passé du village d'interconnaissance généralisée au lotissement anonyme du périurbain du coin, au fond. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système où on habitait près de ses parents, dans des familles élargies et nombreuses, on connaissait bien ses voisins, on s'exerçait sur la communauté des gens qui habitaient un contrôle social général, mu principalement par l'interconnaissance, qui s'exerçait pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, avec également tout ce que ça peut avoir de pesant, etc., bon, et parfois de violent, mais qui néanmoins s'exerçait, et qui du coup permettait de contrôler tant bien que mal, notamment les débordements inhérents à la jeunesse, qui font partie, et qui, loin d'être... ça en est parfois, c'est une parenthèse, mais enfin c'est parfois hallucinant d'entendre les adultes d'aujourd'hui parler et agir comme si au fond les jeunes devraient être des gens qui passent leur temps sans bouger, assis. C'est juste hallucinant par moment de penser en fait ça. Moi je suis tout à fait sidéré. Avons-nous oublié à ce point-là que nous avons été jeunes, quoi, pour être devenus aussi intolérants face au moindre bruit, à la moindre turbulence, à une personne qui ne peut pas rester assis 3 heures. Ça, à beaucoup d'égards, c'est normal, quoi. La question est comment contrôler ça. Mais bon, c'était une note de bas de page. Je termine juste pour aller au fond de votre question. Ces ruptures de solidarité entre adultes s'articulent sur l'évolution de nos modes de vie, sur la généralisation de l'anonymat. Le modèle des villes, au fond, a envahi tout, puisqu'aujourd'hui, le grand développement, c'est ce fameux périurbain, c'est-à-dire le modèle de « je ne connais pas mes voisins, je ne parle à personne dans les transports en commun quand je prends les transports en commun, et par conséquent, je n'ai strictement, quand survient le moindre problème, je suis directement et fatalement tout seul. Je n'ai plus donc que 2 situations, soit je le domine personnellement,
le problème tout de suite, soit je ne peux pas dominer personnellement le problème, et si par exemple je suis un adulte face à 4 gamins, je ne peux pas le dominer tout seul, alors je décroche mon téléphone et je fais police secours, pour résumer les choses. Voilà. C'est d'où ces processus de judiciarisation croissant aujourd'hui, où toute une série de problèmes qui tombent en fait très loin des faits divers. Quand on regarde ce qu'est la vie quotidienne, c'est des petits problèmes qui s'accumulent sur des petits problèmes qui jadis étaient réglés tant bien que mal parce que les communautés humaines avaient un fort taux d'interconnaissance et de solidarité. Je dis bien tant bien que mal, hein, encore une fois, ça pouvait se régler parfois de manière violente, mais ça se réglait, alors qu'aujourd'hui, chacun est seul. Et toute l'évolution, donc les façons d'habiter renforcent cela, les façons de penser, de construire les villes, et donc ça met en cause ceux qui les pensent et les construisent, fabriquent cela. Nos façons de travailler fabriquent cela. L'individualisation au travail est également une catastrophe de ce point de vue-là, qui enferme l'individu tout seul dans sa tâche, sans pouvoir, et qui face à un problème ne peut plus compter sur les autres, etc. La notion d'équipe, de coopération, tout ça est en régression partout. Là, à mon avis, sont les vrais problèmes, et là devrait porter, à mon avis, le cœur de la réflexion des politiques publiques, parce que ce n'est pas des problèmes face auxquels nous sommes impuissants. Il y a un tas de choses à imaginer et à concevoir pour recréer davantage de liens sociaux et du coup nous rendre plus puissants face aux problèmes qui surviennent. Et ce n'est pas réservé aux politiques de la ville pour les quartiers en difficulté sous le mot à la mode de empowerment. C'est un problème général de la vie sociale qui nous concerne tous. On voit bien quel point, pour ceux qui ont assisté à l'introduction de ce matin, on est dans le lien par rapport à ce qu'on disait sur la question de la cité, et qu'effectivement, à ce moment-là, ce qu'on est en train de décrire, c'est que ces personnes ne font véritablement plus corps social, ils sont complètement isolés, et on voit bien à quel point le logement et la cité HLM renvoient au chacun pour soi, au chacun chez soi, et dans l'ordre du chacun pour soi et du chacun chez soi, ce qui est l'ordre du logement. Et par rapport à ce qu'on disait de l'habitation, l'insécurité ne peut que régner, c'est évident. Donc là, moi j'aime bien parce que vous continuez de façon harmonieuse, évidemment, ce qui avait été ouvert ce matin. Il y a une autre question qui est toute bête, que je me suis dit moi-même, à un moment donné, à force d'entendre, mais pourquoi, quand on vieillit, on dit toujours c'était mieux avant, c'était mieux avant. Ah, madame Brandam, c'était mieux avant, c'était mieux avant. C'est quand même offensif, on l'entend. Et je me suis posé la question. Puis à un moment donné, j'ai eu une révélation en courant, j'ai dit, bah oui, c'est mieux avant, parce qu'avant, moi, j'allais mieux. C'est évident. J'ai 60 piges, enfin, j'ai pas 60 piges, hein, mais non, mais mettons. Je prends mon âge vraiment, j'en ai 53. Il y a des choses qui vont mieux, des choses qui vont moins bien. Je ne suis pas encore dans l'âge où je me dis, c'était mieux avant. Mais prenons quelqu'un qui a une soixantaine, pas très épanouie, un peu dégradée, enfin bon bref, qui se réveille avec les pieds, qui a du mal à marcher, du mal à courir, etc. C'est ce qui peut arriver. Moi, effectivement, c'était mieux avant. Avant, je courais, je marchais, j'étais content. Et donc, dans le temps où moi j'allais bien physiquement, c'est un moi générique, hein, bah forcément, c'est comme quand on est amoureux, on voit les choses sous le bon côté. Si moi physiquement je vais bien et que je suis jeune, bah, autour de moi c'est bien. Si je vieillis et que je vais pas bien, bah forcément, c'était mieux avant. Mais ce qui était mieux avant, c'était moi dans mon corps, c'était moi dans ma vision. Ce que je vous dis, c'est d'une évidence quand on y pense, mais on devrait y penser peut-être plus souvent. Alors il y a ça, c'est tout à fait clair. Puis il y a un deuxième phénomène qui est le fait que nous avons tous été finis comme adultes, on va dire ça comme ça, quelque part entre 20 et 30 ans, hein, à peu près à la louche en moyenne, et nous avons fondamentalement pris nos repères dans le monde à ce moment-là. Et nous avons donc une tendance naturelle et fatale à considérer comme ce que nous avons mis en place à ce moment-là, c'est ça qui est normal. Et donc tout ce qui change ce truc-là n'est pas normal au fond. Voilà. Alors évidemment, a fortiori, ça posait pas de problème dans les siècles passés, parce que fondamentalement le monde du fils dans la ferme de son père, sa vie ressemblait beaucoup à celle qu'avait déjà été son père. Elle était principalement identique en fait. Or nous, aujourd'hui, nous vivons dans des mondes qui sont, pour des raisons technologiques fondamentalement, qui sont considérablement transformés et en permanence. Bon. Ce qui ne peut qu'accroître sans doute cette inquiétude chez beaucoup
beaucoup de personnes qui voient de fait un monde de plus en plus différent de ce qu'ils ont vécu, encore une fois, à l'âge où se posent de manière claire tous nos repères fondamentaux. Et ça va loin, hein, c'est nos façons de penser, nos repères urbains, nos repères visuels, c'est toute la question de nos sensations, de nos goûts même. Hein. Pourquoi est-ce que nous avons tendance fatalement à considérer comme de la bonne musique celle que nous écoutions quand nous avons 30 ans? Et pourquoi nous avons tendance fatalement à dire que celle qu'écoutent aujourd'hui les jeunes, c'est du bruit? Mais enfin, c'est archi classique. Je veux dire, moi, je m'applique à moi. Hein, la prise de conscience permet de le dépasser, mais le premier geste, la première chose que j'ai pensé quand j'ai entendu du rap la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit, quoi? C'est quoi ces types qui gueulent sur du bruit? C'est ridicule. Bon, voilà. C'est absolument fatal. Mais quand j'en ai parlé avec quelqu'un de ma famille de la génération d'avant qui, lui, n'arrivait pas à dépasser ça, je lui ai dit, mais rappelle-toi, qu'est-ce que tu écoutais quand tu avais 20 ans? Il me dit, bah moi j'écoutais le rockabilly, on sortait, c'était Salut les copains, et on mettait Gene Vincent et on faisait ça. Et je dis, mais que disaient tes grands-parents? Il me dit, ah ben, me dit que c'était la musique de Sauvage. Voilà. C'est QFD, ouais.